Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles au programme de la radio Bambey FM. Comme on vous l'annonçait hier, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir M. Ibrahima Fall. Je rappelle que Ibrahima Fall, ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation et chargé des questions pédagogiques. Il a été également ministre délégué auprès du Premier ministre. M. Fall, bonjour. Bonjour. Bon, je suis interpellé en un moment très tendu de la crise universitaire, singulièrement de la grève des enseignants relevant du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'ai eu, depuis hier nuit jusqu'à ce matin, quelques échos sur quelques échos des déclarations du ministre de l'Éducation nationale. Pour ce qui est des motifs de grève, je crois que personne ne peut donner tort aux enseignants partis en grève. Dans toutes leurs déclarations, il revient que le motif des grèves, c'est principalement le respect des accords signés par le gouvernement. Et ils ajoutent, là je peux en témoigner parce que j'ai entendu ça sur les médias, qu'au sortir de la cérémonie de signature des accords, le gouvernement, par son porte-parole de ce jour, a déclaré devant tout le Sénégal que les revendications qu'ils ont acceptées et pour lesquels ils ont signé un désaccord étaient des revendications réalistes. Non seulement elles sont réalistes, le ministre aurait ajouté, le ministre porte-parole de ce jour, que ces revendications étaient réalisables, que les accords étaient réalisables. Tout à fait. Un travailleur qui demande à son employeur, en l'occurrence ici le gouvernement, d'appliquer ces accords, des accords réalistes et réalisables, moi je ne vois rien d'exagéré. Je ne vois rien d'exagéré. Ils ajoutent également qu'il y avait des problèmes concernant les indemnités, les diverses indemnités des fonctionnaires. Le gouvernement avait promis de faire une étude approfondie de ces indemnités-là au plan national sur tous les corps de la fonction publique et d'en discuter ultérieurement. Les syndicalistes ont accepté aussi là. De sorte que selon eux, il y a presque une pause d'une année scolaire. Peut-être plus, mais je sais qu'il y a au moins une année scolaire de pause. Les études ont été publiées sur le système salarial et sur le système indemnitaire des fonctionnaires. Au terme de ces études, le gouvernement a déclaré, et ça aussi je l'ai entendu, qu'il y a trop de distorsions. Il y a même des abus. Il y a des discriminations exagérées. Il y a des injustices. Tout cela au détriment des enseignants si on veut comparer les différents corps. Alors demander qu'on repare une injustice reconnue
par le responsable de l'injustice. Vraiment, je ne vois rien d'exagéré dans cela. Si un citoyen trouve que cela, un citoyen sénégalais pense que c'est trop demandé, c'est qu'il n'est pas en réalité au courant de ce qui se passe. Quand on est informé, de sorte que par rapport à l'application des revendications, le gouvernement et les syndicalistes sont sur le même, ils sont d'accord. Par rapport aux injustices, le constat aussi est le même des deux côtés. Ce qui reste, c'est de se rencontrer pour voir comment appliquer ça. Bon, le préavis a été déposé, les premiers préavis que j'ai lus dans la presse, je pense que c'était au mois de janvier. À l'époque, j'étais à Dakar. De Dakar, j'ai fait une publication pour demander aux protagonistes de se mettre autour d'une table, de chercher rapidement les solutions, des points d'accord, au moins des accords minimums sur lesquels aucune des deux parties ne se sentira lésée. Les syndicats lésés par rapport à leurs revendications, le gouvernement lésé par rapport à ses capacités d'apporter des solutions. J'ai suivi, je ne suis pas celui qui a 10 000 ou 20 000 amis sur Facebook. Je n'ai eu que quelques réactions. J'ai dit, bon, et les choses ont évolué. Jusqu'au moment où les enseignants sont passés à l'action. Après, je crois, une rencontre. Il y a eu des propositions. Même les indemnités, c'était nouveau. Mais pour les accords signés, les premiers accords signés, le gouvernement a eu tout le temps plus d'un an. Je pensais que le gouvernement qui allait prendre l'initiative, convoquer les enseignants, pour leur dire, j'ai étudié les revendications contenues dans les accords, les revendications que nous avons déjà négociées. À l'époque, il n'était pas encore à l'étape de la correction des injustices. Parce que le document à partager est sorti après. Tout à fait. Bon, on les a reçus un jour et on leur a donné des sommes. Les gens sont sortis, ils ont fait des déclarations à droite et à gauche. Le gouvernement dit ce qu'il peut faire et pas faire plus, tout ça. Beaucoup de gens ont revendiqué qu'ils aillent à la présidence. Si j'étais leur consultant, je leur dis de ne pas y aller. Mais les enseignants le demandaient, les partenaires le demandaient, les parents d'élèves le demandaient. Dans la presse, on le demandait, il fallait vers le président, c'est la clé de voûte. Mais à une étape d'une lutte, on ne va pas vers la clé de voûte du système. Ah oui, non. Non. Parce qu'il n'y a rien au-dessus après. Bon, je rappelle rapidement ce qui est arrivé une fois au Burkina Faso. C'est quand le président Lamizana, le général Lamizana était au pouvoir. Il y a eu des grèves terribles, même violentes. Et il y a eu des négociations ministérielles qui ont avorté. Ce n'était pas pour des motifs importants. Hein. Et je connais même celui qui était ministre de l'Éducation. Évidemment, il ne vit plus. Mais je l'ai connu. Alors, ils ont négocié. On est allé à la présidence, le général Lamizana les a reçus. Quand vraiment ça a été bloqué à la présidence, il se trouve qu'il y avait un autre général qu'on appelait Babassi. C'est son fils qui a dirigé, qui était le président du Conseil national de transition, qui faisait sortir des décisions dans la clandestinité.
quand l'armée a pris le pouvoir, disons le régiment spécial de la présidence a pris le pouvoir. C'est lui qui fait sortir le communiqué. Son père avait un grand prestige, très respecté de tout le monde, et des civils et dans l'armée. Le général Lamizana a acculé, parce que lui il était dans la base de Bobo Dioulasso, lui a demandé, la base militaire, de venir d'urgence à Ouagadougou parce qu'il ne peut plus s'en sortir. Il a dit, mon général, vous êtes le sommet du système. Vous avez accepté qu'ils aillent à vous. C'est vous qui avez le pouvoir suprême. Ce que vous ne pouvez pas faire, promettre, décider, je ne vois pas un autre citoyen qui peut le faire. J'ai conscience que je suis populaire dans le pays, mais c'est vous le sommet de l'État. Il fallait les arrêter. Au moment où ils tenaient à pouvoir, il fallait, si vous avez pris comme médiateur, peut-être qu'il y a un minimum que j'aurais pu obtenir. Et ce minimum, peut-être que vous aurez pu l'améliorer un peu. Mais ils sont arrivés à vous, vous avez le dos mûr. Je ne peux pas, je ne peux rien faire. J'ai retenu ça dans les mémoires de Lamizana comme une leçon dans la lutte syndicale. On dira qu'Ablaye Wade l'a fait, mais Ablaye Wade l'a fait combien de fois? Mais Senghor a reçu comme Senghor, à partir de la création des syndicats dépendants du parti de l'UPS. Est-ce que Abdoulaye Wade a fait mieux que Macky Sall? Mieux, c'est-à-dire non. C'est-à-dire si on dévie un peu, on va perdre le fil. Abdoulaye Wade les a reçus plusieurs fois, mais c'était à répétition. C'était à répétition, les images sont dans les mémoires des gens. Mais c'est-à-dire, il faut toujours dire dans quel domaine. Dans le domaine salarial, c'est il faut poser la question à un enseignant, il faudrait qu'un enseignant parle. Nous, les retraités, dans le domaine salarial, si nous prenons nos bulletins, est-ce qu'Abdoulaye Wade a fait? Tout le monde le sait. Bon, c'est Abdoulaye Wade et Macky Sall. C'est parce que Macky Sall, tu vois, on dit déduit un peu. C'est parce que c'est Macky Sall qui est son premier ministre. Donc pour moi, c'est eux deux, si c'est des décrets qui les ont signés. Est-ce que ce que Abdoulaye Wade et Macky Sall ont fait ensemble, est-ce que depuis 2012, on a fait plus qu'ils ont demandé aux enseignants? Je ne me souviens pas. Hein. Je veux dire, Abdoulaye Wade aimait négocier avec les enseignants, des solutions. Oui. Non, lui, c'est un avocat. Les enseignants disent que c'est Serigne Mbaye Thiam qui ne veut pas. C'est un avocat Non, Serigne Mbaye Thiam est un ministre. On viendra à ça après dans les détails. C'est un ministre. Un ministre, quand il va négocier, il a des limites. Les non-informés croient que c'est toi qui bloques. Alors quand tu as tracé une ligne rouge, on n'est pas dépassé. Ok. Sur ça, il y a beaucoup de choses à dire. Avant que je ne pose ta question, je parlais de... Tu vois, des fois, ça nous dévie. Et des fois, il y a un fil conducteur que je peux perdre. Parce que quand tu poses une question, ça m'amène beaucoup d'autres choses dans la tête. C'est un milieu dans lequel, je ne dis pas que je suis né, ou dans lequel j'ai grandi. Tout à fait. Donc, et la grève est allée comme ça. Bon, ça va déboucher sur tout ce que les gens ont su après. L'arrivée d'autres militaires, tout ça. Donc, tout le monde disait, il faut voir le président, il faut voir le président. Si le président ne demande pas aux gens de lui envoyer les syndicalistes, c'est une erreur de demander aux syndicalistes d'aller négocier avec le président. Le président doit donner des directives nettes, claires à ses ministres et qu'il négocie. Alors donc, à partir quand j'ai vu ça, ils ont vu le président, vous avez vu où on en est encore. Personne ne peut le dire. On fait une proposition, les gens vont en assemblée générale, dans les capitales régionales et les capitales départementales. Bon, ça se tient dans une cour ou dans une grande salle de classe ou de conférence. Il redit la lutte continue. La lutte continue. Les enseignants ne doivent compter aujourd'hui sur personne pour sauver l'école sénégalaise. Je parle en connaissance de cause.
quand j'ai mené la lutte ici contre l'année blanche, en dehors des parents d'élèves qui étaient avec moi, en dehors de, quel est son grade, de Cham, le gendarme, il était chef de brigade, j'ai oublié son prénom, Cham, qui était là, que tout le monde me connaît. Je n'ai pas senti autour de moi une solidarité ferme. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, le préfet ne voulait pas que j'enseigne. Le préfet m'a appelé, il dit, mais monsieur le principal, le gouvernement a déclaré une année blanche. Mais on m'a dit, vous êtes en classe, pourquoi? Monsieur le préfet, je ne serai le complice de personne pour sacrifier les enfants du pays. Les véritables fils du peuple, qui souffrent, qui ont faim, qui ont soif, et qui ne voient aucun horizon. Ces enfants sans l'école, ils seront les parias de la République. Il a rappelé, il dit, monsieur le préfet, je vous demande une seule chose. Dites au gouvernement de me révoquer de la fonction publique, de me radier des cadres et de porter l'information au soleil dès le lendemain. Je prendrai mes bagages et je quitterai Bambey. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne veux pas dire de non, parce que je n'ai pas d'ennemi personnel. Même des chefs de service m'ont fait face. Au moins un que je n'oublierai jamais. Un chef de service départemental, Ibrahima Fall, le gouvernement il déclare l'année blanche. Pourquoi vous enseignez? Il a retenu son enfant à la maison. Son enfant n'est pas venu. Mais quand en fin d'année, ils étaient à Saint-Louis, son enfant redoublait la 3e à Saint-Louis. Et ceux qui étaient avec moi, dont Lamine Ndiaye, Amadou Lamine Ndiaye, le fils de Ousmane Ndiaye, il était en seconde à Général de Gaulle. Non, mais c'est pas facile pour défendre ce pays-là. Vos ennemis viennent vos vrais adversaires viennent des zones insoupçonnées. Moi, j'ai aussi un sous-préfet. Il n'a pas oublié le nom, hein? Je ne veux pas le dire simplement. J'ai eu un sous-préfet ici aussi. Quand il y a eu une grève encore, ça c'est l'année suivante, après l'année blanche, il ne voulait pas rentrer. Alors qu'il était meneur de grève à l'université. L'année suivante, en ce moment, il y avait un autre ministre, le ministre Nian. Mais c'est moi qui ai téléphoné à une des directions pour qu'on dise, on informe le ministre Ibrahima Niang qu'au moment où le gouvernement appelle les enfants à rejoindre les écoles, mais l'administration territoriale est là à les impliquer dans le recensement. Tu vois l'année, après l'année blanche, 89. Ils ont tous des documents pour faire des recensements. J'ai immédiatement informé le commandant des brigades, Thiam. Je crois que la préfecture l'a touché aussi, parce qu'ils avaient des documents à photocopier ou à légaliser. Et effectivement, tel élève est passé ici, il avait des documents pour le recensement. C'est à partir de cette information que j'ai donné à un directeur national, qui était mon ami, et qui l'a répercuté au ministre Ibrahima Niang, qui immédiatement a réagi en envoyant des messages. Qu'à l'époque, en 89, si j'ai bonne mémoire, c'était après l'année blanche, que les élèves ont été retirés dans le recensement des populations. Ils avaient des perdièmes. Les universitaires qui brûlaient pratiquement Dakar. Parce que j'allais, principal d'ici, j'ai assisté en 81 à tous les meetings qu'il tenait. L'ancien pavillon. J'étais dans la cour inconnue. C'était pour savoir leur motivation. Savoir si on peut les appuyer, les accompagner ou faire autre chose.
ceux qui enflammaient les meetings là-bas, je les vois ici, parce qu'ils sont au niveau de la licence de la maîtrise. Ils avaient les meilleurs PRM. Ils avaient un titre. Les autres étaient les diplômés ordinaires. C'est comme ça qu'on les a retirés. J'ai dit donc la lutte n'est pas facile. Quand un père me reproche à moi de travailler, alors que l'année doit être blanche. Et même dans l'administration en règle générale, je ne veux pas tout dire. Même dans l'administration de l'éducation, je ne veux pas tout dire. On attendait de me bloquer. Mais j'ai foncé parce que je croyais. J'avais une foi. Mais heureusement, les choses sont bien passées. Ils sont partis. Donc, où est-ce qu'on va? Est-ce que cela explique que les enseignants doivent cesser leur... Non, ce que je dis aux enseignants, et même à l'opinion publique, moi, Ibrahima Fall, à partir de ma propre expérience, je ne compte sur personne, à part quelques... C'est-à-dire la force de l'association des enseignants qu'il y avait dans les années 80, je ne la sens plus. Une assemblée générale du lycée peut regrouper une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Du lycée aujourd'hui, qui a plus de 1000 élèves. Moi, je faisais mes assemblées générales de Yérifal, des parents d'élèves de Yérifal, dans la cour avec porte-voix. Toute la population venait, parce que les gens croyaient à l'école. Alors, je dis, il faut que les enseignants prennent eux-mêmes fassent leur propre analyse. Je considère d'abord que c'était une erreur pour le ministre d'annoncer, je ne l'ai pas entendu ailleurs, que 4 syndicats ont tourné le dos à la grève. Pour moi, c'est une grave erreur. Si nous allons plus loin derrière, en 1968, quand toutes les écoles du Sénégal étaient en grève, après une réunion au ministère de l'Éducation nationale, un parent d'élève dit avec fierté, est-ce que ce n'est même pas le gouvernement, dit avec fierté que les partis sont en grève sauf à Ziguinchor. Effectivement, Ziguinchor n'est pas en grève. Mais le lendemain, c'était le feu à Ziguinchor. Comment les enseignants entendent, les élèves entendent le message? Dans leur vocabulaire, c'est nous les traîtres. C'est nous les traîtres. On nous a dénoncé à la radio hier. Et histoire d'avoir plus de violence. Donc, évidemment, le ministre n'a pas donné le nom. Si c'était des accords réels signés, on aurait lu le communiqué final de la rencontre du ministre et des 4 syndicats membres du G6. Il a dit 4 syndicats ont accepté à négocier, même à cesser même la grève. Cette rencontre, il y a un communiqué final pour informer l'opinion publique. Et les enseignants auraient pu aussi faire leurs agents sectoriels et informer l'opinion publique. C'est celui qui décide de la grève, qui décide de la levée du mot d'ordre de grève. Même légalement, c'est ça. C'est ceux qui ont envoyé le préavis au gouvernement. C'est à eux qu'il revient de lever le préavis, d'arrêter la grève. Quand une autre personne fait à leur place, ce n'est pas valable. Mais quand ceux qui ont signé la lettre du préavis lèvent le mot d'ordre de grève et que d'autres personnes continuent la grève, elles sont en faute, il y a des dispositions légales pour les sanctionner. Bon, c'est le ministre qui a parlé. Il y a eu des réactions. J'ai vu une réaction du CELS-A. Du QSEMS aussi. Du QSEMS. Pour dire qu'eux, ils n'ont jamais levé le mot d'ordre de grève. Ils continuent. Donc, devant cette tentative de créer des divisions, le vrai problème, que faut-il faire? Et c'est en ce moment que je m'adresse aux enseignants. Devant tous les faits que nous avons tous observés ici ces jours derniers, même si ça a caractère politique, mais c'est des activités sociales qui interpellent le peuple,
Que devons-nous faire? Est-ce que nous allons continuer à observer? J'ai quitté le gouvernement en 2007. De 2007 jusqu'à maintenant, cela fait 11 ans. Personne ne m'a jamais entendu faire des interventions radiophoniques sur les grèves des enseignants. Mais je me suis dit, j'ai pris une pause de 11 ans. Et j'avais mes canaux de communication avec les gens qui sont au ministère ou ailleurs, qui ont des responsabilités. J'avais mes propres canaux de communication. Mais là où vont les affaires aujourd'hui, moi j'ai peur. La question que je me suis posée, si demain, puisque chacun lève le drapeau de l'année blanche, comme épouvantail, si malheureusement cela se produit, mes devanciers dans le mouvement syndical, ceux qui m'ont formé et qui sont plus de ce monde, si demain nous sommes face à face, il dit, mais Ibrahima Fall, quand tu as vu la grève des enseignants évoluer vers la catastrophe, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit publiquement? Je ne veux pas ce jour-là baisser la tête. Parce qu'eux, ils me connaissent. Ils savent que j'ai un minimum d'expérience dans le mouvement syndical. Ils savent aussi que des menaces d'un gouvernement de 1960 à ce jour ne m'ont jamais fait trembler. C'est en pensant à ce rendez-vous de demain que j'ai dit hier, c'est que je vais venir. Il faut que je dise un minimum aux enseignants, mes collègues. J'ai lu hier dans le net, ils ont rassemblé, le gouvernement aujourd'hui, au niveau de l'éducation, a déjà rassemblé tous les tests légaux et réglementaires pour aller vers les sanctions les plus extrêmes. Quand j'ai lu ces textes-là hier, ça m'a fait frémir. Jusqu'à des révocations éventuelles. Je ne sais pas qui a vu ce texte-là publié. Les catégories, les postes concernés par une réquisition. La liste est déjà dressée sur leur table là-bas. Moi, je l'ai vu dans le net. Est-ce un de leurs collaborateurs qui a fait la fuite? Je ne sais pas. Point par point. Poste de direction, poste de principal, poste de surveillant, poste de secrétaire, la fonction enseignante. Donc, il se prépare une base légale pour agir. Parce que quand vous avez la loi contre vous, c'est pas facile de vous en sortir. Parce que le recours, c'est à l'OIT, au Bureau international du travail. Nous l'avons fait plusieurs fois dans les syndicats passés, dans les années 60. Et même un peu en 2000. Et disons vers 1990 comme ça. Il y a une commission là-bas sur les libertés syndicales. Elle n'est pas avec vous si vous avez violé des lois nationales. Or, aujourd'hui, le gouvernement a réuni tous les documents, toute la documentation. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il faut que je lève ma voix. Ce que je peux dire, le minimum que je peux dire aux enseignants. Notre génération a vu beaucoup. Nous avons subi toutes sortes de répressions, des mutations arbitraires. Tout ce qui est légal, s'ils piétinent la loi, demain ils vont se relever difficilement. Il est vrai que le Sénégal, on vient de nous prouver avant-hier que ce n'est pas un pays de dialogue,
Mais c'est un pays de masra. Quand le malheur vient, c'est cette humiliation que je veux éviter. Monsieur le ministre, est-ce que brandir le bâton est la meilleure solution? Bon, peut-être, comme on n'a pas la même analyse, eux, ils ont fait leur analyse. Ils disent au point où ils sont arrivés, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. C'est eux qui ont fait leur analyse. Au point où ils sont arrivés. S'il faut aller à une année blanche, il faut qu'on engage le combat. S'ils ont analysé comme ça aussi, je ne le sais pas. Parce qu'il y a des gouvernements de combat. Alors, je me suis dit, les enseignants, de mon point de vue, ils ont fait dans la grève tout ce qu'un syndicat peut faire. La lutte syndicale a des limites. La lutte syndicale a des limites. Si demain, il doit y avoir une dispersion, que ça ne vienne pas d'un ministère de l'Éducation comme l'avons entendu hier, que ça parte de leur propre volonté, quoi que cela puisse leur coûter. Ce que je peux leur dire, je pense à un conseil que nos amis syndicalistes mauritaniens nous avaient donné lors de l'une de nos rencontres en 1969-70 à la Bourse du Travail de Dakar. Ils ont dit, mais vous les Sénégalais, n'engagez jamais de grèves longues. Faites des grèves courtes, 1 jour, 2 jours au maximum, et reprenez le travail. Et préparez-vous à revenir. Nous, en Mauritanie, on peut nous le permettre. Le secrétaire général, vous croyez que vous êtes plus courageux que nous? Ce n'est pas une question de courage. C'est une question de mode de vie, de coutume et de contexte. Si demain à Nouakchott, nous proclamons une grève de 20 jours, chacun de nous prend ses bagages, va au village, vit sous le hamac, dans le sable, avec ses parents, avec le thé, avec la viande séchée, la viande grillée, on vit là-bas. Nous ne verrons personne à nos portes à la fin du mois. Toi, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Sénégal, le costume que tu portes, en ce moment, le costume, il n'y avait pas de gens dans les quartiers pour faire ça, on les employait au plateau à Dakar, on disait à la blanchisserie. Comment tu payes pour nettoyer tes costumes là? Quelle est ta facture d'électricité? Quelle est ta facture d'eau? Quels sont tes frais pour conduire? Vous êtes dans une grande ville. Quels sont tes frais pour conduire tes enfants à l'école? En un mot, quelles sont tes dépenses incontournables dans le monde? Et du moment, je n'ai pas des dépenses incontournables. Si je ne suis pas dans une salle de lycée à Nouakchott ou dans un collège ou dans une salle d'école élémentaire, je suis dans la nature à côté des chameaux de la famille, des tantes, puis c'est tout. Mon boubou là, ma femme le lave. Tu n'as besoin de personne, tu ne payes rien pour laver ça. Alors, à cause de votre rythme de vie, je pense, ils pensent que c'est un conseil qu'ils doivent nous donner, d'éviter les grèves longues, sinon c'est le gouvernement qui va disperser les rangs. Et on le verra plus tard. Ça, c'est la leçon que j'ai retenue de nos amis mauritaniens à l'époque. Donc, c'est pour dire, il y a une autre leçon que j'ai retenue dans l'histoire politique. C'est une phrase qui vient du président Modibo Keïta, qui était le président de la Fédération du Mali et qui était aussi le président du Mali. Par rapport aux convictions des uns et des autres pour une indépendance immédiate des pays africains, il a fait cette remarque. Il ne faut jamais ramener à vos propres convictions. Il ne faut jamais ramener à vos propres convictions la conscience des autres.
Il peut y avoir aujourd'hui des enseignants prêts à être révoqués. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison à 100%. Ils sont convaincus que personne dans l'opinion publique n'a pu prouver qu'il faut maintenir les injustices indemnitaires. Moi, j'irai jusqu'au bout du combat. Est-ce que les milliers et milliers d'enseignants sont dans la même disposition de conviction? C'est ce que Modibo Keïta, j'ai retenu cette phrase-là. J'étais tout jeune, mais j'allais souvent à des conférences publiques. Et une autre idée me revient en tête. C'est en 1957, quand j'étais au congrès à l'Assemblée mondiale de la jeunesse à New Delhi, en Inde. J'avais 23 ans. En causant avec le représentant de la Guinée, du Ghana, qui venait d'obtenir son indépendance. L'Assemblée était pendant les vacances. En mars, le Ghana était indépendant. Quand j'ai causé avec lui, il m'a dit, vous les francophones, vous aurez beaucoup de difficultés avec vos salaires quand vous serez... Il me l'a dit. J'ai dit, pourquoi nous aurons beaucoup de difficultés? Non pas à cause de la France-Afrique. Il dit, votre mode de vie. Toi, ton costume là, comment il coûte? Tout à fait. Mon pain, lui il était en pain là, comme ça, comme Kwame Nkrumah. C'est votre mode de vie. Quand nous on vous regarde, on se demande comment avec le salaire de fonctionnaire, vous arrivez à supporter ce rythme de vie. Il dit, au moment de l'indépendance, vous allez le sentir. Vous avez un mode de vie cher. Parce que tous les francophones étaient en costume, hein, venant du Tchad, venant du Gabon. Même les costumes les plus chers étaient portés par la délégation du Congo belge qui venait d'une conférence nationale à Bruxelles, qui est à Bruxelles. Il dit, moi, on se pose des questions. Est-ce que vous allez maintenir le même rythme de vie? Donc c'est pour dire qu'être révoqué pour certains c'est comme rien, mais pour d'autres ça brise leur vie. En 1959, il y a une grève ici à Dakar, au Sénégal, déclenchée par l'UGTAN, l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique Noire, qui a été dure. C'était le gouvernement Senghor-Mamadou. Beaucoup disent Mamadou c'est le gouvernement Senghor-Mamadou. Il y a eu 3000 révoqués des cadres. 3000 révoqués des cadres. 3000 révoqués des cadres. Parce que parmi tous les travailleurs, il y en a qui n'ont pas le droit de grève. Et c'était ça la loi aussi. Des gens recrutés à titre précaire et révocable, comme on le disait à l'époque. Ils ont été avertis. Mais malgré tout, c'était une grève qui a engagé tout le monde, une grève forte. Il y a eu 3000 révoqués. Je ne peux pas te dire comment les gens ont terminé leur vie. Concrètement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Ouais, attends, je viens à ça. J'arrive à ça. J'évoque ces choses-là. Pour quelqu'un peut dire qu'on nous révoque, qu'on nous radie. Je suis prêt. D'autres peuvent dire qu'on me mute, qu'on m'en va ailleurs. Je suis prêt. Et il y a des gens qui ont cette conviction parce qu'ils ont raison. Moi, Ibrahim Fall, je donne raison. À partir des faits que j'ai évoqués tout à l'heure. Sur aucun point, je ne peux leur donner tort. Mais sur cette base, ma dernière phrase, c'est à leur dire. Pour ceux qui m'écoutent, et je ne veux pas diviser le rang, je souhaite que les décisions à prendre soient prises de façon sectorielle par chaque syndicat à son siège et confirmées par le G6 qui est la coordination des 6 syndicats reconnus les plus représentatifs. C'est d'arrêter la grève. Ils ont atteint les limites d'un combat syndical. Il ne peut pas proclamer une insurrection
Il ne peut pas proclamer une lutte armée. Il ne peut pas proclamer des guérillas dans les villes. C'est les formes qui restent. Il ne peut pas proclamer des guérillas dans les villes. Fidel Castro et Guevara pouvaient le faire, et Raúl Castro, quand ils étaient dans le maquis, dans la Sierra, lancer des mots d'ordre pour que les travailleurs de La Havane et d'ailleurs aillent en grève pour appuyer leur combat politique. Mais un syndicat ne peut pas le faire. Ils ont atteint les limites d'un combat syndical. La phase qui reste, c'est la phase politique. C'est la phase politique. Or, leur rôle, ce n'est pas de la politique. Leur rôle, ce n'est pas la politique. Moi, je demandais la grève des enseignants. Ils ont atteint. Mais arrêtez, levez le mot d'ordre. Comment? Sur une base claire. Si le gouvernement m'écoutait. Donc vous rejoignez les propos non, je ne rejoins nullement. Nous partons des analyses. Politiques. Non, je n'ai pas parlé de politique. Non, okay. Non. J'ai dit il ne reste que le combat politique. Okay. Mais ils ont fait, il n'y a même pas une grève nationale des centrales pour les appuyer. Tu as lu dans le net, j'ai lancé un appel aux centrales, que les centrales sortent de leur siège, accompagnent les enseignants, les rencontrent, que de façon honnête, on puisse arrêter cette grève-là sur des bases qui n'humilient personne. Parce que Senghor disait que nous sommes chez nous, c'est la sensibilité, c'est l'honneur qui l'emporte. J'ai lancé un appel aux centrales. Je ne sais pas si elles sont en train de faire quelque chose. Des centrales syndicales responsables ne pas être devant ce désastre et ne rien dire. Il faut dire qu'en 1988, année blanche, les centrales, je n'ai pas vu une centrale. Il faut me rappeler par rapport à l'année blanche, je vais rendre un hommage à quelqu'un. C'est ce que je leur demanderai. Eux, ils arrêtent sur quelle base? C'est de dire la lutte va continuer. Nous avons atteint les limites d'un combat syndical. Les promesses n'ont pas été réalisées comme on le souhaitait. Les augmentations ne seront pas payées comme nous le souhaitions. Et les injustices sont loin, très loin d'être corrigées. Nous devons prendre du souffle pour d'autres combats à venir. Que tout le monde pense, et là je suis fondamentalement d'accord avec eux, que ces injustices indemnitaires sont inadmissibles et intolérables. Je ne sais pas si nos gouvernants l'ont fait dans la folie. Par rapport au logement. Et par rapport à d'autres. J'entends des fois dans la radio des gens parlent d'une indemnité appelée la Guana, d'une indemnité appelée le NEPAD, d'une indemnité, il y a tous les noms. L'autre jour, j'ai entendu dans un communiqué avec les médecins, on parle d'une indemnité de représentation. Tout à fait. On crée des milliers d'indemnités autour de nous. Moi, je suis solidaire avec tous ceux qui veulent continuer la lutte pour qu'on corrige ça. Définitivement. Je suis solidaire avec eux. Mais j'ai dit, mais qu'ils arrêtent pour prendre du souffle. Pour prendre du souffle. Ne pas enterrer les armes. Et que ce soit eux qui annoncent à la nation qu'ils vont déposer les armes, mais la lutte continuera. Que l'expression la lutte continue ne reste pas un seul slogan. Si dans 1 an, dans 2 ans, ils ressortent ils déterrent les armes, l'opinion publique doit le comprendre. Mais par rapport au gouvernement, vous savez, aujourd'hui, la politique nous a tous tués. C'est ça ma question, c'est juste pour savoir concrètement qu'est-ce que le gouvernement peut faire. Par rapport au gouvernement. Année blanche. Bon, le gouvernement, vous savez que l'année blanche de 1988, c'est le gouvernement qui l'a décidé, vous le savez. Ah, vous ne savez pas? Je vais vous en parler, il faut me le lancer, je vais vous parler de ça. Alors donc, par rapport au gouvernement, les gens ont les dos au mur. Si le ministre fait allusion à des révocations, à des radiations, si déjà dans les documents que
que j'ai lu, moi, qui vient du ministère. Je n'ai pas retenu qui me l'a partagé, mais moi, je ne suis pas expert en informatique. Quand je lis quelque chose à part, je ne sais pas comment retrouver ça. À moins que ça revienne par hasard, parce que quelqu'un a dit j'aime, or là, personne ne va l'aimer, parce que c'est des dispositions prises. Dans chaque département, dans chaque école, dans chaque village, dans chaque service, il y a déjà la liste des gens qui vont subir les sanctions extrêmes. Le dos est au mur. Si j'étais le conseiller technique d'un ministre, ce que j'ai dit là, je l'aurais dit. Mais comme nous sommes arrivés à la limite, il faut faire un minimum. Un minimum. Un minimum d'efforts. Même symbolique. Je ne demande pas d'ajouter des milliards. Mais il faut que tout le monde sorte de ce combat, de cet affrontement à la tête haute. C'est le gouvernement qui a voulu connaître les syndicats les plus représentatifs de l'éducation nationale. Il a organisé un référendum. Les 6 syndicats sont sortis en tête avec 10% ou plus de 10% de représentativité. Ça devait être ses enfants chéris. Parce qu'il ne travaille qu'avec eux. Moi, je leur dis, si vous le pouvez, faites un minimum d'efforts. Je ne demande pas des milliards. Recevez les recevoir d'urgence, les 6, et leur dire, nous sommes à la limite, le précipice est devant nous, voilà les 500 000 francs que je mets sur la table. C'est à prendre ou à laisser. Pour que chacun sorte. Il faut des compromis dynamiques, comme aimait le dire Senghor. De l'autre côté, ils donnent les femmes des ambassades. Non, tu sais, moi, je n'ai jamais compris. Okay. Je n'ai jamais compris. Il y a des choses plus graves que tout ça. Les anciens parlent souvent des femmes d'ambassade. C'est secondaire. C'est secondaire. Et puis 500 000 francs dans le budget de l'ambassade du Sénégal à New York, que ça représente 500 000 francs CFA dans le budget de l'ambassade du Sénégal, à New York, à Washington ou à Pékin. Qu'est-ce que ça représente? Peut-être en Gambie. Ça représente quelque chose. Peut-être au Mali. Peut-être au Burkina Faso. Mais pas dans les grands pays d'Europe où le Sénégal a besoin d'être visible. Et puis on l'annonce publiquement. Vous savez que des gens intelligents n'auraient pas annoncé. Tout à fait. On l'aurait inséré simplement dans le budget de l'ambassade. En lui disant au Sénégal, cette augmentation là correspond à ça. Et puis c'est tout. Mais nous sommes arrivés à un moment où on nous nargue. On nargue le peuple. Tout à fait. C'est comme ça que je ressens ça. Je parle comme ça, dressé sur plusieurs années d'expérience. J'ai vécu l'époque coloniale. J'assistais au meeting de Senghor quand j'étais jeune. J'ai assisté au meeting de Lamine Gueye à Bobo Guilasso avant l'indépendance. Il y a des grands syndicalistes sénégalais que je voyais là-bas qui venaient tenir les meetings. C'est dommage, le papier est loin de moi. Je t'aurais montré la photo de mon oncle et homonyme. Mais c'est quelque part. De mon oncle et homonyme en train de serrer la main de Léopold Sédar Senghor à Bobo Guilasso. Au moment où Senghor allait à Bobo Guilasso pour monter le groupe parlementaire en France des indépendants. Des indépendants d'outre-mer. Donc j'étais jeune, mais Dieu m'a permis d'être témoin de beaucoup de choses. Il faut des compromis dynamiques. Il faut pas... L'Africain, en règle générale, comme l'homme en règle générale n'aime pas être humilié. En tout cas, pour les enseignants, je leur dirais de se débarrasser de toutes ces sensibilités. Des questions d'honneur, des questions de bravoure, des questions de courage. Ce n'est pas l'arme fatale d'un syndicat. Ils sont allés même voir les chefs religieux. Non, mais vous avez vu les réactions au sommet. Vous avez vu les réactions au sommet. Un chef religieux, vous allez le voir passer un décret, passer un arrêté. Il peut parler à un président. Et quand il parle à un président, c'est comme s'il demandait pardon. C'est ça aussi. Parce que je perçois le président de la République comme le khalife général du Sénégal. C'est comme ça que je le perçois. Ah oui.
Je perçois le Premier ministre dans une confrérie comme celui qui occupe ce poste de second immédiat, de collaborateur le plus proche de Khalif général. Ils n'ont pas de décret à signer. Ils ne peuvent que calmer. Alors, je ne sais pas, bon, ça, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur ça. Les marabouts, pour les enfants, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et même on a entendu l'Église pas. L'Église parler. À l'Église, quand même, c'est des intellectuels comme nous. Nous sommes sortis de la même école. Du côté laïque, nous sommes sortis de la même école. On a suivi les mêmes cours de philosophie, les mêmes cours d'histoire, les mêmes cours de logique. Tout le monde a parlé, mais vous avez vu les résultats. C'est tout cela mis dans le sac que moi je prends en compte pour dire que nos amis, nos collègues enseignants ont atteint la limite. Moi, je respecte beaucoup leur combat. Je le respecte beaucoup. Le sacrifice est suffisant. Moi qui me suis opposé individuellement à un télégramme venant de la présidente de la République me demandant de fermer l'école. Quand je dis aujourd'hui que collectivement les camarades doivent arrêter. Et participer à la grève de 71. J'ai fait la grève de 71. Tu veux savoir où ça m'amène la grève de 71? La grève de 71 m'a trouvé principal du collège, on l'appelait à l'époque Bassam Goumba, à Nyari Tali. Il s'appelle aujourd'hui le CM Alun Diop. En 1971, j'étais le principal. Grève d'un jour. Le ministre m'a relevé de mon poste de principal. Grève d'un jour. Pour protester contre les arrestations arbitraires de nos responsables nationaux, du syndicat et de la centrale. Il y avait les Ibader Kiam, il y avait les Mbaba Gissé, il y avait les Babacar Sané, et bien d'autres de la santé, de tous les secteurs. Ils étaient au camp pénal. Nous avons décidé, comme ça la nouvelle sort, qu'on les a arrêtés. Nous faisons une grève d'un jour de solidarité pour demander leur libération. On ne sait pas le motif. Donc, le ministre me relève de mon poste. Je ne dis pas son nom, je n'ai rien, il n'a aucune rancune contre lui. Il faisait qu'appliquer les décisions du gouvernement. À l'époque, le parti de Senghor était très bien organisé. Tout était réfléchi ensemble, décidé ensemble et exécuté ensemble jusque dans les coordinations des villages. C'est une décision politique, on m'a relevé, on a relevé d'autres. Premier poste, je suis affecté à la rue Vincent à l'inspection régionale. C'est les inspections d'académie actuelles. C'était d'un Français. J'étais inspecteur. Il dit, mais monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que le gouvernement vous a dit que j'ai commis comme faute? Il dit, moi, on ne m'a rien dit. Avec moi, tu n'as aucun problème. Moi, je m'occupe des questions pédagogiques. Et il avait raison. Premier poste. Deuxième poste, on m'affecte. C'est un CM de Wabunyai. Les gens connaissent surtout le CM qui est sur la route de HLM. Ce n'est pas celle-là. Ce CM est à l'intérieur. Il s'appelle aujourd'hui Amadou Traoré. Amadou Traoré a été mon prof de mathématiques, un brillant professeur. Il a été le premier professeur africain de mathématiques. Il m'a eu en classe de seconde et en première à Kadibougou, à l'école normale de Kadibougou, l'école normale Frédéric Assomption, avant William Ponty. Avant que je ne vienne ici. Deuxième poste, le CM. À l'inspection, j'ai fait quelques jours seulement. L'école normale William Ponty, non, à Ouaguignaï, au CM Amadou Traoré. Vous savez qui était mon directeur? Un instituteur stagiaire. Moi, j'étais professeur dans mon corps, professeur de première classe, deuxième échelon. En 1971. Il avait le grade que j'avais en 1957.
Nous serions dans la même école, je serais son directeur en tant qu'instituteur. En 1957. Nous sommes à 71. 14 ans après. C'est un jeune. Il était très gêné, mais moi, pour moi, ce n'est pas un problème. Le travail. Le superviseur ne m'intéresse pas. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Non, 2 mois. Je faisais mes cours, tout ça. Mais je sentais qu'il n'était pas à l'aise. C'est un jeune. Bon. Il était instituteur stagiaire. Moi, en sortant de William-Ponty de Sébikotane en 1971, j'avais déjà l'écrit du CAP, du CAP. En 1957, évidemment, il ne vivait pas lui. Nous serons dans la même école, il serait son directeur. Mais 14 ans, instituteur sans CAP. Je ne sais pas quel salaire il avait, comme des décisionnaires. On les prenait comme décisionnaires. C'est lui qui était mon principal. Parce qu'il était du parti politique. Ça ne m'a pas gêné. 2 mois, on a travaillé ensemble. Il n'y a jamais de choc entre nous. C'est eux qui étaient gênés, là-haut. Un beau jour, je reçois une mutation pour l'école Kléber. C'est une école qui est située en face de la mer, derrière le lycée Vanvo. Je suis affecté là-bas. Bon, la plupart la majorité des élèves, dans le collège comme dans l'élémentaire, c'était ou des Libanais ou des fils de membres du cabinet ministériel. Parce que c'est en haut là-bas, très haut. Tu vois, Vanvo, derrière, entre Kléber et la mer, il n'y a rien. Et j'ai fait là-bas, je crois, 15 jours. Le 15e jour, je reçois une autre mutation pour Dagana. Il fallait m'éloigner de Dakar. C'est ce que j'ai demandé les enseignants militants du parti au pouvoir. Mais je n'ai aucune rancune contre personne. Parce que ça m'a formé et ça m'a aidé à connaître le pays. On m'envoie à Dagana. J'ai fait mes réquisitions. C'est 3 minutes qui nous restent. Bon, j'ai pris service à Dagana le 26 mars 1971. Et j'ai achevé le programme. Je n'ai pas dit que le programme n'était même pas entamé. Mais c'est parce que c'est un camarade que j'ai remplacé. Si cela continue, est-ce que ça ne sera pas un échec total pour le gouvernement du Sénégal? Vous savez, l'échec du gouvernement, moi je ne peux pas en parler. Parce que le gouvernement, c'est tout le Sénégal. Au moment où moi je suis en colère, il y a des milliers d'autres Sénégalais qui dansent pour l'ouverture de leur première route goudronnée. Tout à fait. Il y a d'autres qui chantent pour l'inauguration de leur forage. Il y a d'autres qui applaudissent pour l'inauguration de leur premier centre de santé. On peut dire sur telle question, un tel a échoué, mais un gouvernement a échoué. Souvent, c'est des jugements dont je me méfie un peu. Tu me comprends? Si. Donc, j'ai pris service à Dagana. Je termine l'année scolaire du mois de mars. Il y a Pâques qui vient et on va à l'examen. Il me fallait faire tout le programme avant l'examen. On l'a fait. On l'a fait. Pas dans la qualité comme je l'ai pu travailler. J'ai même un ancien élève de là-bas. Il y a un qui a été secrétaire général du CIPROS. Diallo. J'ai oublié son prénom. Alors donc, on a terminé l'année scolaire. Je viens en vacances. Le ministre Hassan Sek, paix à son âme, qui mérite hautement qu'on donne son nom, il fait partie des grands patrons de ce pays-là, à l'université Hassan Sek, des Ziguinchor. Il reçoit notre syndicat en audience. À la porte, il me tient ma main, il dit, mais c'est vous bien, M. Fall? Parce qu'il m'a souvent convoqué avec un de ses anciens élèves de William-Ponty. Il dit, c'est bien, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on vous a rapporté encore contre moi? Il m'a dit, à la rentrée, je vais vous envoyer à Bambey. C'est comme ça que je suis venu à Bambey. Ma cérémonie de première distribution de prix à Bambey, je l'ai fait parrainer par Pierre Senghor.
C'est à ce moment qu'Ansoy n'était plus là. Il avait quitté vers 83-84. Djibril Sène était là. J'ai demandé à ce qu'on ait chez lui, j'y ai été. Conduit par son beau-frère, Seka Sekfal, à l'époque directeur de l'école normale supérieure. Il m'a reçu. Il m'a dit, mais Fall, tu vois, la vie est étonnante. Avant que tu ne viennes à Bambey, toute la région s'est levée pour dire que nous deux ne pouvons pas faire un jour ensemble. J'ai dit, monsieur le maire, moi aussi, on m'avait dit la même chose. Voilà, monsieur le ministre, on a fait 1 heure de temps. Voilà. L'émission tire à sa fin. Voilà, vous voyez. Quel est votre dernier mot? Non, le dernier mot, ça sera par rapport au contexte. J'ai subi toutes les injustices du monde. Mais en 1980, je suis venu ici en 71. 80, ça fait 9 ans après. Grève d'un jour, on m'a muté à Louga. Les 100%, ils s'en moquent. Hein? Ça, il faut que quand un enseignant travaille, il faut avoir une autre référence. La référence, c'est l'impact de ton enseignement sur la société. Ta référence, c'est quel avenir pour les jeunes. Singulièrement pour les jeunes filles qui étaient rares dans l'école quand j'arrivais ici, au collège. Quel avenir pour le pays, pour le département où je suis. Est-ce que j'y laisserai un impact? Être quitte avec votre conscience. N'attendez rien. N'attendez rien d'un pouvoir quelconque, que ce soit le pouvoir de votre parti ou le pouvoir d'un autre parti. Ayez toujours la même conviction et travaillez selon vos règles de qualité. Et c'est par rapport à tout cela. Et vous avez survenu ici sur les marches des parents d'élèves qui ont été voir Pierre Senghor encore. Non, Djibril Sène à l'époque, Pierre avait déjà laissé, qui ont été voir Djibril Sène ministre pour que je revienne. Parce que l'année scolaire, ils voulaient avoir 100%. Ils avaient, je crois, plus de 50%. C'était déjà bon au plan national. Mais habitué à 100%, il faut qu'Ibrahim Fall vienne. Djibril Sène m'a fait convoquer à son ministère. Il m'a mis en compte avec Samad Laoubé Fall, que son âme repose en paix, qui a été mon aîné à William Ponty. Il est de la promotion de Babacar Seck, maire. Samad Laoubé m'a reçu. On a discuté. Il me sort l'ordre de mission, l'ordre de service. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, le ministre Kader Fall m'a affecté encore à Bambey. Parce que pour moi, comme ils m'ont relevé d'ici en 1980, ça veut dire qu'ils pensaient que Bambey c'est le paradis pour moi. Ils vont m'envoyer dans un endroit dur. J'étais à Louga. Louga est une capitale régionale. À Louga où je n'ai pas travaillé aussi. J'ai écrit pour qu'on me donne mon emploi, ils ont refusé. J'ai saisi le gouverneur. J'ai saisi le préfet, j'ai saisi l'inspecteur départemental, j'ai saisi l'inspecteur régional pour dire que moi je veux travailler, qu'on me donne des classes. Ils ont tenu jusqu'au bout. J'en ai rendu compte au ministre. Ils avaient même refusé de prendre mes enfants au collège. Comme s'il y avait une coordination des principaux. En me demandant dans les instituts, dans le privé, dans des baraques à l'époque. Le CMT a reçu mes enfants parce qu'il a eu écho de ça. Il dit, mais ces gens, moi je suis plus politique que moi, je suis de la coordination départementale. Quelle politique ils font comme ça? Moi je suis plus responsable politiquement que. J'ai oublié ton nom. Je suis le directeur du CMT, le collège d'enseignement moyen technique. J'ai dit, mais mes enfants n'ont pas fait le CMT, viennent de l'enseignement général. Il dit, envoie-moi les enfants. Je leur donne des fournitures, tout, ceux des collèges. Mais on a subi tout ça ici. Non seulement, je ne donne pas nommer le nom du parti parce que ça me gêne. Parce qu'au fond, je n'ai aucune haine contre eux. Non seulement le parti nous combattait au sommet, dans le gouvernement, mais quand nous allons dans la région, ils cherchaient à nous massacrer. Un professeur affecté, on refuse. J'ai écrit l'intérêt, je ne peux pas demander qu'on te donne un emploi de temps. J'ai saisi quelques mois après le ministre de l'Éducation. Il m'a reçu par son chef de cabinet, Youssouf Fall. Je crois qu'il est décédé, on m'a dit ça l'autre jour. Par Youssouf Fall, que son âme repose en paix. Il m'a fait des propositions de choisir là où je vais aller. Je ne choisirai jamais. Je ne choisirai jamais. À William Ponty, on disait que nous sommes au service de l'État. Le ministère m'envoie là où il a besoin de moi. On a eu 2 rencontres. J'ai dit, je ne choisis rien.
pendant les 10 ans, de 1971 à 1980, quand j'étais ici, mon épouse était à Dakar. Je ne l'ai pas amenée ici. J'avais beaucoup de gosses qu'on me confiait. Mais je ne l'ai pas amenée ici, elle. Parce que je sais qu'une autre grève allait venir. Et l'histoire m'a donné raison. Parce que j'ai connu des anciens collègues qui ont perdu à cause des multiples mutations. Les premiers enfants, ils étaient à Dakar. Alors, elle n'est venue ici qu'en 81. De 1971 à 1980, elle était à Dakar. Dans la famille. Parce que quand les parents d'élèves ont fait leur intervention. Donc, seulement l'abbé me dit, il faut rejeter. Il dit, non, Kader nous a avertis. Il m'a dit, toi, c'est pas lui qui t'affecte. C'est les parents d'élèves de Bambey qui ont tordu la main au ministre. Donc, parce que j'avais envoyé un ami commun à Kader pour lui dire, pour moi, Bambey, c'est fini. Envoie-moi le plus loin possible. J'avais même fait des démarches personnelles pour voir au niveau du service des examens, pour voir entre Kédougou et Bakel, quel est celui qui pouvait démarrer tout de suite un collège avec 2 classes, en rappelant ceux qui sont à Tambacounda. Ils n'ont pas de collège. Les chiffres qu'on m'a donnés au bureau des examens, Bakel pouvait le faire. J'ai un ami qui est de conseil technique de Bakel. On a fait le syndicat, syndicat des enseignants du Sénégal ensemble. Mamadou Ndiaye. Il est aussi maire ou premier adjoint à Bakel. C'est d'autant de Sissoko. D'accord, monsieur le ministre, on a dépassé l'heure. Voilà. Juste pour terminer. Donc voilà, c'est comme ça que, à mon corps défendant, je suis retourné à Bambey. Parce que je ne voulais pas que Sama Laobé Fall dise aux parents de l'élève qu'Ibrahim Fall a refusé de venir. Et il a eu le bon réflexe. Parce que c'est au moment où j'ai quitté son me dit, mais monsieur Fall, donc arrivé à Bambey, je vais dire aux parents d'élèves que tu as refusé de venir. Comme je n'avais aucun contentieux avec les parents, j'ai dit ça, je ne l'accepte pas. Et je dis donc retourne sur tes pas. Je suis arrivé, il m'a donné mon ordre de service. Monsieur Fall, merci. Il y a beaucoup d'autres choses intéressantes à raconter. Ah bon? Merci beaucoup. C'est fini. Oui. Bon. On a fait 1h15. Oui. Je pense que je dois vous remercier. J'ai pris votre temps, vous vous êtes déplacé. Et puis bon, on n'a pas le temps d'approfondir toutes les questions. Vous savez, il y a 1 heure déjà. Mais il y a tout un tas de choses, dossiers. L'école n'est comparable à rien dans la société. Tout à fait. C'est les ignorants ou les criminels qui méprisent l'école. Moi, ça, c'est ma conviction intime. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim Fall. Je rappelle que Ibrahim Fall, ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation, est chargé des questions pédagogiques. Mesdames, messieurs, c'était tout pour ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à Modou Sissi qui a assuré la partie technique. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.